Le racisme dans l'histoire canadienne. La discrimination raciale au Canada. Le Canada a beaucoup de racisme dans son histoire. Connaître l'histoire du racisme au Canada nous permet de comprendre le traumatisme intergénérationnel et les effets continus de la discrimination raciale historique et actuelle. Tu dois comprendre le passé pour arriver au présent. L'histoire du Canada, telle qu'elle est enseignée dans les écoles, met l'accent sur la perspective européenne. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de l'histoire des personnes racialisées au Canada. Il me faudrait beaucoup de temps pour passer en revue toutes les incidences, alors laisse-moi te donner quelques exemples remarquables. Numéro 1. L'esclavage au Canada, 1628 à 1800. En Nouvelle-France, les colons français et anglais ont réduit en esclavage les Noirs et les Autochtones. Lorsque les loyalistes ont pris possession de la Nouvelle-France au 18e siècle, il y avait environ 4200 esclaves africains sur le territoire canadien. N'ayant aucun droit fondamental, les esclaves travaillaient sans salaire et dans des conditions horribles, étant parfois torturés, violés et même tués. L'esclavage a été aboli en 1834 par le Parlement britannique. Numéro 2. Travailleurs chinois du chemin de fer du Pacifique, 1881 à 1884. Dans les années 1800, 15 000 travailleurs chinois ont été importés pour permettre la construction d'un chemin de fer du Pacifique de l'Est du Canada vers l'Ouest. Les travailleurs chinois travaillaient dans des conditions dangereuses et difficiles et étaient très peu payés. Beaucoup d'entre eux sont morts à la tâche. Il est important de comprendre que ce chemin de fer a été construit sur des terres autochtones. Numéro 3. Le Komagata Maru, 1914. Le Komagata Maru était un navire appartenant à un Indien du nom de Gurdit Singh Sirali, qui, malgré une réglementation stricte sur l'immigration sud-asiatique, souhaitait faciliter l'immigration d'hommes du Punjab financièrement stables. L'incident du Komagata Maru met en lumière deux croyances de l'époque. La première étant que le Canada est un pays exclusivement blanc et la seconde que le peuple indien appartient à l'Empire britannique. Une fois le navire arrivé au port de Vancouver, les autorités canadiennes ont refusé de laisser la grande majorité des passagers, qui étaient sikhs, hindous et musulmans, débarquer du bateau. Les passagers du bateau ont résisté pendant 1 mois jusqu'à ce que le cas du Komagata Maru soit évalué juridiquement et qu'un tribunal canadien leur refuse l'entrée. En conséquence, le navire a dû faire demi-tour. Une fois de retour en Inde, une altercation éclate lorsque les autorités britanniques refusent aux passagers le droit de partir librement. Une vingtaine de passagers ont été massacrés et de nombreux autres ont été emprisonnés. Numéro 4. Le paquebot Saint-Louis, 1939. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, 963 passagers juifs du navire Saint-Louis ont cherché refuge au Canada après s'être vu refuser l'entrée à Cuba et aux États-Unis. Le gouvernement canadien leur a refusé l'entrée. Le navire a dû retourner en Europe, où les passagers ont été dispersés dans divers pays européens. Ne pouvant trouver refuge au Canada, 254 des passagers ont été assassinés pendant l'Holocauste. Numéro 5. L'emprisonnement des Canadiens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, 1941 à 1949. Dès 1877, un certain nombre de lois racistes contre la population japonaise ont été introduites au Canada, comme l'interdiction de voter. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, ne fait qu'aggraver ces préjugés. En 1942, le gouvernement canadien, par le biais de nouveaux règlements, a expulsé environ 8000 Canadiens japonais de leurs maisons et propriétés dans l'Ouest canadien et les a vendus. En conséquence, les résidents japonais ont tous été confinés dans un parc de Vancouver. Au total, 21 000 Canadiens d'origine japonaise ont connu ce sort. Numéro 6. Le racisme dans le système d'immigration.
Il existe de nombreux exemples de racisme dans les politiques d'immigration canadienne. En voici deux exemples. De 1880 à 1923, une taxe minimale de 50 $ était imposée à tout membre de la population chinoise souhaitant immigrer au Canada. Cette taxe existait afin de limiter l'immigration des Chinois au Canada. En 1919, de nouvelles réglementations ont interdit à certains groupes religieux, politiques et raciaux d'émigrer au Canada. Numéro 7. Les pensionnats, 1886 à 1996. En 1880, l'introduction d'une nouvelle politique gouvernementale en matière d'éducation, qui incluait l'objectif de conversion religieuse, a mené à la création de plusieurs pensionnats à travers le Canada. Les pensionnats avaient pour but d'acculturer et de convertir au catholicisme les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis. L'assimilation culturelle a pris de nombreuses formes dans les pensionnats. Le programme scolaire n'était pas du tout adapté à la culture, ni dans son contenu, ni dans la langue dans laquelle il était enseigné. Les élèves autochtones des pensionnats se voyaient attribuer de nouveaux noms. Ils étaient séparés de leur famille, parfois pendant plusieurs années, et il leur était interdit de parler leur langue maternelle, même pour écrire des lettres à leurs parents. Dans l'ensemble, la qualité de l'éducation offerte dans les pensionnats était médiocre. Jusqu'en 1950, la moitié d'une journée d'école était consacrée aux tâches ménagères. Les conditions de vie dans les pensionnats ont donné lieu à plusieurs cas d'abus physiques et sexuels. En raison de la surpopulation et de la qualité de la nourriture, les pensionnaires étaient beaucoup plus vulnérables aux maladies. Finalement, la communauté s'est longtemps battue pour mettre fin aux pensionnats. En 1996, les derniers pensionnats canadiens ont fermé leurs portes et la bataille était gagnée. Oui, il a fallu attendre jusqu'en 1996. Ce qui n'est pas si loin, n'est-ce pas? J'aimerais pouvoir vous dire que le racisme n'est qu'une chose du passé. Malheureusement, il perdure aujourd'hui. Le racisme aujourd'hui. Il est important de noter que l'héritage créé par l'histoire raciste du passé persiste aujourd'hui. Le racisme se manifeste dans de nombreuses sphères de la société, dans le milieu universitaire, sur le lieu de travail, dans le secteur des biens et services et dans les services de santé, entre autres. Un rapport examinant les relations raciales au Canada en 2019 indique qu'un Canadien sur 5 déclare être victime de discrimination raciale de façon régulière. Cela représente plus de 7 millions d'entre nous. Numéro 1. L'environnement académique. Dans le système éducatif, les étudiants racialisés sont confrontés à plusieurs obstacles systémiques liés à la discrimination. À l'école, au collège et à l'université, les étudiants racialisés sont également victimes de racisme de la part des autres étudiants, des enseignants et du personnel administratif, éducatif et de soutien. La discrimination raciale dans l'environnement académique se manifeste dans plusieurs domaines tels que le regroupement selon les aptitudes, le déni ou la minimisation des incidents à caractère racial, l'exposition à des programmes d'études eurocentriques, monoculturels et excluants, les préjugés dans les tests et les évaluations, les mesures disciplinaires plus sévères ou injustes, le manque de représentation et de diversité dans le corps professoral, les attitudes négatives et stéréotypées envers les étudiants racialisés et le manque de programmes répondant aux besoins de ces derniers. Je pourrais continuer. Numéro 2. L'environnement de travail. Le racisme est également évident dans le secteur de l'emploi au Canada. Au niveau systémique, des différences marquées dans les salaires et les taux de chômage ont été identifiés parmi les personnes racialisées par rapport aux personnes non racialisées. Pour chaque dollar canadien gagné par un homme blanc, les femmes racialisées gagnent 59 cents et les hommes racialisés gagnent 78 cents. Cet écart salarial étant plus prononcé chez les Noirs que chez les Blancs. De plus, les personnes racisées, bien que plus actives en termes de recherche d'emploi que les personnes non racisées, sont confrontées à un taux de chômage de 9,2 % contre 7,2 % chez les personnes non racisées.
Parmi les Canadiens qui signalent des incidents de discrimination raciale, 38 % disent avoir été victimes de discrimination au travail. Parmi les exemples de discrimination raciale au travail, citons le fait d'être perçu comme moins intelligent que ses collègues, de supposer qu'une personne racialisée occupe un poste inférieur à celui qu'elle occupe réellement, d'être la cible constante de commentaires inappropriés ou de railleries raciales et d'être sanctionné plus sévèrement que les personnes non racialisées. Numéro 3. Biens et services. Au Canada, chacun a le droit légal de recevoir des biens et des services et d'utiliser des installations sans discrimination. Cependant, parmi les Canadiens qui signalent des incidents de discrimination raciale, 28 % de ces événements ont eu lieu dans des magasins ou des restaurants, 19 % lors de l'utilisation des transports publics, 16 % lors de l'utilisation des services publics et 12 % lors d'interactions avec la police et le système judiciaire. Si l'on considère les groupes racialisés séparément, les Noirs et les Autochtones signalent davantage de traitements discriminatoires dans l'utilisation des biens, des services et des installations. Exemple de traitement discriminatoire dans la réception de biens et de services. Être suivi dans les magasins, être ignoré dans les restaurants, être arrêté injustement par la police ou recevoir des services comme un prêt bancaire, mais avec des conditions plus sévères que les personnes non racialisées. Numéro 4. Services de santé. Dans les services de santé, le racisme se manifeste principalement de manière subtile et systémique. Son impact est le plus évident dans les disparités en matière de santé entre les groupes racialisés. Un chercheur qui examine les disparités en matière de santé dans un contexte social, politique et économique révèle que le racisme a un impact sur la santé par le biais des 6 mécanismes suivants. Privation économique et sociale. Les services de santé qui ne sont pas aussi facilement accessibles aux personnes à faible revenu ou dans les zones à faible revenu peuvent créer un obstacle systémique pour les personnes racialisées qui, en raison de leurs désavantages historiques, sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. Substances toxiques et conditions de vie dangereuses. Les Autochtones du Canada sont parmi les personnes les plus touchées par les effets des substances toxiques et des conditions de vie dangereuses. Par exemple, en janvier 2018, il y avait environ 137 rapports concernant l'eau potable dans les communautés autochtones du Canada. De plus, les systèmes d'égouts sont souvent inadéquats dans ces communautés. Ces conditions environnementales dangereuses augmentent le risque de contracter des maladies infectieuses. Traumatisme infligé par la société. Les expériences de racisme sont souvent vécues de manière traumatisante par les personnes concernées. Elles produisent des réponses physiologiques qui augmentent considérablement le risque de problèmes de santé cardiovasculaire, endocriniens, neurologiques, immunologiques et psychologiques chez les personnes racisées. Marketing ciblé de produits pouvant être nocifs pour la santé. Des produits nocifs, dont la malbouffe et des substances psychoactives comme l'alcool, le tabac et d'autres drogues légales et illégales, sont commercialisés partout au Canada. Le marketing ciblé et biaisé de la malbouffe a été associé à une consommation accrue de ces produits liés à plusieurs problèmes de santé, tels que l'obésité et les maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains cancers. Une étude qui a analysé le contenu des publicités pour les aliments et les restaurants diffusés aux heures de grande écoute sur 3 grands réseaux de télévision, CTV, Global et la CBC, a révélé que ces publicités étaient entachées de stéréotypes nuisibles. Dans l'ensemble, les Blancs étaient surreprésentés dans les publicités pour les aliments et les restaurants et étaient associés à la nature et aux aliments sains et non transformés. En comparaison, les Noirs ainsi que les Asiatiques de l'Est et du Sud étaient globalement sous-représentés dans les publicités télévisées pour l'alimentation et les restaurants, mais surreprésentés dans les publicités pour la malbouffe. Soins médicaux inadéquats ou dégradants. Le racisme se manifeste directement dans la prestation des soins de santé. Notamment, les immigrants racialisés, y compris les nouveaux arrivants et les réfugiés,
sont particulièrement touchés par la discrimination raciale dans les services de santé canadiens. Ils font état de discrimination en raison de leur accent, de leur langue, de leur culture, de leur religion et de leur pays d'origine dans la prestation des services médicaux. De plus, une revue de la littérature sur la discrimination raciale dans la prestation des soins de santé au Canada a révélé que les personnes racialisées perçoivent divers types d'expériences négatives dans le système de soins de santé, notamment un traitement insensible, hostile ou ignorant de la part des prestataires, ainsi que des insultes raciales, des stéréotypes et la réception de soins de qualité inférieure. Dégradation des écosystèmes. Il s'agit en particulier, mais pas seulement, de l'aliénation systématique des peuples autochtones, de leurs terres et des économies traditionnelles correspondantes. Le déracinement et la migration ont été reconnus comme des déterminants sociaux de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. Au Canada, les populations autochtones, ainsi que de nombreux groupes d'immigrants racialisés, continuent de subir les conséquences de l'exploitation de leur terre natale liées au colonialisme et à l'esclavage. Les conséquences du déracinement comprennent la perte de leur identité culturelle, de leurs traditions, de leur structure et relations familiales, de leur autonomie collective et de leurs économies traditionnelles. Ces facteurs, aux effets transgénérationnels, sont associés à des disparités en matière de santé entre les groupes racialisés. Voilà, c'est fait! Tu sais maintenant ce qu'est le racisme, l'histoire du racisme au Canada et certaines des façons dont il existe aujourd'hui. Il est maintenant temps d'apprendre ce que tu peux faire pour le reconnaître et t'assurer que tu es antiraciste.